Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Only a Giant Podcast. C'est Thiergo cette fois, ce n'est pas notre ami Plax qui fait l'introduction, non pas parce qu'il est en vacances, quoique, mais tout simplement parce que cet épisode est un peu différent des autres. On ne va pas parler d'actualité des Giants et ni du futur, mais plutôt du passé. Pour ceux qui s'en rappellent et qui ont suivi les épisodes de la saison dernière, j'avais parlé de faire, alors ça date quand même de, je pense, décembre 2021, de faire un épisode dédié à l'histoire des Giants. Alors, bien entendu, les Giants ont pratiquement 100 ans d'existence, mais on va pas faire 100 ans aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on fasse 15 minutes, 20 tout au plus, et j'en suis déjà pratiquement à 1 minute d'enregistrement. Donc voilà, un petit épisode en solo, pour parler d'histoire, vous raconter comment est-ce que les Giants ont été créés. On va vraiment se concentrer sur les 5 premières années d'existence de cette franchise. Mais avant de se lancer, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner au podcast sur différentes plateformes. Alors vous êtes peut-être là en train de suivre sur YouTube, vous êtes peut-être déjà abonné sur YouTube, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, mais on est aussi, pour rappel, sur Spotify, iTunes ou Apple Podcast selon le nom qu'ils utilisent, et Google Podcast. Il me semble qu'il y a quelques auditeurs qui passent cette plateforme-là. Et j'en profite également pour vous rappeler que nous avons un Patreon, donc patreon.com/onlyagiantpodcast, sur lequel vous pouvez participer si vous le souhaitez, apporter une contribution. Alors ce sont que des contributions mensuelles, mais si vous voulez juste faire une contribution ponctuelle, il suffit de prendre la contribution, le niveau que vous souhaitez, et une fois que vous êtes débité, vous arrêtez votre abonnement mensuel. Voilà. Maintenant, parlons peu, mais parlons bien. Si vous avez écouté, je vous ai dit que les Giants avaient pratiquement 100 ans d'existence. Donc 2022 moins 100, ça nous fait 1922. Bien entendu, les Giants n'existaient pas encore en 1922. En tout cas, pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir en fait que le football américain a commencé à se professionnaliser vers la fin du 19e siècle et qu'il y a eu plusieurs tentatives de créer des ligues professionnelles, mais différents échecs, et à chaque fois il y avait une volonté des propriétaires d'équipes professionnelles de s'implanter dans une ville majeure telle que New York, et New York était la ville la plus importante des États-Unis à l'époque. Alors avant qu'on arrive justement aux New York Giants actuels, les New York Football Giants, il faut savoir qu'il y avait déjà eu une première tentative en 1919 par Charles Stoneham, qui était propriétaire à l'époque de l'équipe de baseball New York Giants, qui aujourd'hui s'appelle San Francisco Giants, et il avait lancé en fait les New York Brickless Giants, qui tenaient leur nom en fait du coach. Mais bon, cette équipe n'a même pas joué un seul match à cause des Blue Laws, qui était en fait une loi à New York qui empêchait le travail le dimanche. Le football professionnel, et donc étant professionnel, c'est un travail. Et en fait, il y avait seulement certains sports qui avaient droit à une dérogation, dont le baseball. Mais à cause de ça, il n'y a pas eu de match, et l'équipe a tout simplement été dissoute. Alors, en 1921, alors que la NFL avait été créée l'année précédente, en 1920, sous le nom d'American Professional Football Association, la NFL a voulu créer en fait un peu d'engouement pour le sport et organiser des matchs amicaux. Et donc dans ce cadre-là, il y a un promoteur de boxe, alors je ne sais pas si on peut parler de promoteur de boxe ou d'agent de boxe, mais du nom de Billy Gibson, qui a cherché à relancer les New York Brickless Giants en reprenant le nom, en reprenant les mêmes joueurs et le même coach. Il a joué quelques matchs d'exhibition qui ont eu un succès relatif, certains contre des équipes de la NFL, qui pour rappel avait été créée en 1920 par une dizaine d'équipes du nord-est des États-Unis sous le nom de American Professional Football Association, et ils ont changé de nom pour NFL très rapidement. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 équipes qui étaient là à l'origine qui sont en NFL, donc les Decatur State League, qui sont connus sous les noms de Chicago Bears, et les Chicago Cardinals, que l'on connaît sous le nom d'Arizona Cardinals aujourd'hui. Mais bon voilà, cette idée c'était vraiment d'essayer de rendre le football américain professionnel plus attractif à New York. Et dans ce cadre, on a eu donc des matchs amicaux qui ont été organisés, mais encore une fois, ça n'a pas duré très longtemps. Alors comme disent les Américains, third time's the charm, la troisième fois c'est la bonne, et en 1925, Joseph Carr, le président de la NFL,
revient vers Gibson et lui propose cette fois de créer une équipe, mais qui fait partie de la NFL. Gibson, je pense qu'il avait dû perdre un peu d'argent dans la première tentative, enfin en tout cas la deuxième tentative Giants, mais sa première à lui. Il n'a pas voulu recommencer l'expérience, mais il recommande en fait à Joseph Carr de s'adresser à un de ses amis bookmakers qui s'appelle Tim Mara. À l'époque, Tim Mara est bookmaker et très actif dans le milieu de la boxe. Et Mara en fait avait deux choix. Soit il pouvait investir tout son argent sur un boxeur lourd du nom de Gene Tunney, ou Tunney, je sais pas. Soit il pouvait pour 500$ avoir les droits pour créer les Giants. Et 500$, juste pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça correspondrait aujourd'hui, 500$ en 1925, ça équivaut aujourd'hui à environ 8000$ américains. Quand même une coquette somme. Et donc face à ce choix, je pense que vous vous doutez un peu de la suite. Tunney n'a pas eu les thunes. Bon, comme je disais, Mara achète les droits de créer les New York Football Giants pour 500$, et le premier match de l'équipe se joua le 4 octobre 1925 dans le Connecticut contre les All New Britain. C'est un match qui fut remporté par les Giants 26-0. Alors, bien entendu, avant d'en arriver là, il fallait bien constituer une équipe de toutes pièces. Alors, la première étape pour Tim Mara, ça a été de trouver un stade. Il a décidé de louer les Polo Grounds, qui était en fait un stade d'Upper Manhattan qui était déjà utilisé par l'équipe de baseball dont on a parlé un peu plus tôt. Deuxième étape, ça a été aussi d'embaucher un certain Harry March, qui était l'un des hommes qui l'avait convaincu à investir dans la NFL et créer l'équipe. Et il a donné à Harry March les fonctions de secrétaire de la franchise afin de gérer la stratégie et l'effectif. Un peu le general manager qu'on connaît aujourd'hui. Et la première décision de March, ça a été de signer le légendaire Jim Thorpe, qui était en fait un athlète du début du 19e siècle, du 20e siècle, autant pour moi, 19e siècle, là on arrive à 1800, du 20e siècle, qui en fait avait notamment été un joueur clé, le joueur clé des Canton Bulldogs, l'une des équipes fondatrices de la NFL. Sauf que en 1925, Jim Thorpe, il a 37 ans, et à 37 ans, il n'a plus la même forme qu'avant. Alors le deal, c'était juste pour attirer les foules qui jouent des bouts de match, pour que les New-Yorkais puissent le voir sur le terrain et que après on le mette sur le banc et qu'il se repose un peu. Ça a bien fonctionné jusqu'au moment où Thorpe s'est arrêté à cause d'une blessure, et là ça a été un peu plus compliqué. Alors on a eu quand même un succès relatif sur le terrain pour les Giants, puisqu'ils ont fait 8 victoires et 4 défaites, donc 4e de la ligue dès leur première saison. Mais par contre, Tim Mara a rencontré d'énormes difficultés à maintenir l'équipe en vie. Il y a eu déjà une grosse concurrence du baseball, de la boxe et aussi du football américain de niveau universitaire, ce qui fait que c'était pas très très simple de remplir les Polo Grounds, et ils avaient généralement entre 5000 à 10 000 spectateurs. Pas énorme. Par ailleurs, les joueurs de l'équipe étaient extrêmement mal payés au point qu'ils avaient tous un second travail, un vrai travail on va dire, qui obligeait l'équipe à limiter le temps d'entraînement, parce que en fait ces joueurs avaient d'autres obligations professionnelles pour vivre. Donc au total, Tim Mara, en fait, en plus de ses 500$ du départ, donc de ces 8000$ aujourd'hui, il investit 25 000$ supplémentaires. Donc là on est pratiquement à 400 000$ ajustés de l'inflation. Donc c'est quand même assez énorme. Et ce calvaire financier prend fin en décembre 1925, quand les Chicago Bears, qui sont l'une des franchises mythiques de cette ligue, viennent au Polo Grounds pour affronter les Giants avec le fameux Red Grange, qu'on appelait The Galloping Ghost, le fantôme galopant. Donc c'était un halfback, et ce joueur suscitait tant d'engouement que les Giants ont vendu 73 000 tickets, ce qui était un record à l'époque, et ils ont dû refuser l'entrée à plus de 20 000 spectateurs. Alors, on dit qu'il y avait aussi quelques spectateurs anglais qui étaient là avec de faux billets, ce qui aurait provoqué des perturbations à l'extérieur du stade.
Gérald, si tu nous écoutes, celle-là elle était spécialement pour toi. Bon, alors, si on s'intéresse un peu au résultat du match, c'était une défaite pour les Giants sur le terrain, mais par contre, financièrement, c'était un énorme succès et Tim Mara en avait réellement besoin. Alors, cette victoire, elle a eu un effet quand même assez court dans le temps parce que la saison 1926 a été tout aussi compliquée que la saison 1925, notamment avec la création d'une franchise concurrente, les New York Yankees, qui était fondé par justement le fameux Red Grange dont on a parlé il y a un instant, et son agent. Et les Yankees en fait ont voulu intégrer la NFL, mais Tim Mara s'y est opposé et a mis son veto en disant bah non, moi j'ai une exclusivité sur New York et je veux pas d'une équipe concurrente. Du coup la NFL donne raison à Tim Mara et on refuse la création des New York Yankees dans la ligue. Et Red Grange et son agent sont absolument dégoûtés et jurent de se venger des Giants et de la NFL en rejoignant l'American Football League, qui était une ligue concurrente, mais qui n'a rien à voir avec la NFL qui a été créée quelques années plus tard. Le résultat pour les Giants, c'est 50 000 $ de pertes. Donc là, on est en train de parler de 800 000 $ ajustés de l'inflation. Mais malgré ça, Tim Mara tient bon, son équipe aussi, et les New York Yankees feront faillite quelques saisons plus tard. Sur le terrain, le bilan n'est pas catastrophique mais pas glorieux non plus, puisque l'équipe s'en sort avec 8 victoires, 4 défaites et 1 nul, ce qui les classe 6ème de la ligue, juste derrière les Green Bay Packers. Et en fait, c'est vraiment à partir de 1927 que les premières pages de gloire de la franchise de New York s'écrivent. Tim Mara donne carte blanche à Harry March pour dépenser. À l'époque, on n'a pas vraiment de règles sur le salary cap et compagnie. La première chose que Harry March fait, c'est qu'il recrute Earl Pottiger comme head coach, mais surtout, il va signer 2 joueurs très importants. Un defensive end, mais qui joue aussi offensive tackle, Carl Hubbard. Alors, on trouve sur internet des gens qui disent que c'est un peu lui qui a créé le poste de linebacker, en tout cas dans sa façon de jouer. C'était un petit bonhomme d'1m95 pour 110 kg. Et aussi, il y avait un deuxième joueur qui avait été racheté pour 500 $ au Kansas City Cowboys, et non Chiefs, du nom de Steve Owen, un defensive tackle. Alors Steve Owen, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, pas à d'autres, mais Steve Owen, c'était tout simplement aussi un coach, enfin plus tard dans sa vie, il a été coach des Giants pendant 2 décennies, et c'est le coach qui a le plus grand nombre de victoires et de titres dans l'histoire des Giants. Donc cette saison, les Giants font 11 victoires, 1 défaite, 1 nul, et ils encaissent sur toute la saison à peine 20 points. Donc il y a 10 matchs pendant lesquels ils n'ont encaissé aucun point. Ils ont eu apparemment un match particulièrement rude contre les Chicago Bears, mais cette victoire leur a permis justement d'être devant les Chicago Bears à la fin de la saison. Et à l'époque, il n'y avait pas de finale de championnat, le Super Bowl n'existait pas encore, donc en fait on désignait le champion tout simplement comme étant l'équipe avec le plus grand nombre de victoires. Mais on arrive justement à ce premier titre des Giants et on se dit que l'avenir sera beau, mais 1928 a été catastrophique. On est passé donc de 11 victoires, on passe de 11 victoires à 4 victoires pour 7 défaites et 2 nuls. Les Giants ne marquent que 79 points pour 136 encaissés, et malgré des performances solides en défense de la part de Hubbard et Owen. À la fin de saison, grand ménage de la part de Mara, on vire 18 joueurs, on vire Pottiger et on recommence. Alors aujourd'hui, quand on parle justement de faire table rase du passé et se remettre en mode rebuild, on sait que ça peut durer très très longtemps. Là, ça a pris beaucoup moins de temps pour les Giants de retrouver le succès. Déjà pendant l'intersaison, Tim Mara décide de racheter une équipe qui s'appelle les Detroit Wolverines, qui allait justement mettre la clé sous la porte et contre lesquels les Giants avaient perdu en 1928 28-0. Et le but de ce rachat, c'était surtout en fait d'obtenir le quarterback Benny Friedman, qui était un élément clé de cette équipe. Alors Friedman coûtait une fortune pour l'époque, puisqu'il avait un salaire de 10 000 $, mais il ramenait tellement de monde dans le stade que au final c'était une affaire rentable pour Mara et March. Une autre signature aussi qui était assez bonne pour l'équipe, c'était le halfback Red Cagle, qui venait de West Point. West Point, c'est un peu le Saint-Cyr américain.
Mais là, on dit que sa contribution, ça a plus été de remplir le stade que vraiment de réaliser des prouesses sur le terrain. Au final, les Giants terminent la saison avec 13 victoires pour une défaite et un nul, mais ne sont pas champions de la NFL puisqu'ils ont perdu un match contre les Packers qui, d'ailleurs, avaient racheté Hubbard. Et pour ceux qui sont un peu férus d'histoire, vous savez aussi que 1929, c'est le krach de 1929 qui lance la Grande Dépression, cette crise économique mondiale qui n'a épargné personne. Et certainement pas Tim Mara qui se retrouve avec des créanciers sur le dos, qui du coup, pour protéger sa franchise, décide d'en transférer la propriété à ses deux fils, Jack et Wellington Mara. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Wellington Mara, un propriétaire très apprécié au sein de la NFL et qu'on surnommait The Duke. C'était tellement apprécié qu'aujourd'hui, le surnom du ballon de football américain, c'est The Duke en référence à Wellington Mara. Donc en tout cas, à partir de 1929, Tim Mara n'est plus propriétaire, mais c'est bien lui qui dirige la franchise. Et nous voilà arrivés en fait en 1930. Les Giants, encore une fois, terminent deuxième derrière les Packers. Ils ont pourtant un bilan de 13 victoires pour 4 défaites. Les Packers ont joué 3 matchs de moins, mais ils ont moins perdu. Donc au final, c'est ce qui leur permet d'être adoubés champions de la NFL. Alors, rien de particulier à dire sur cette saison, mis à part qu'il y a eu un match particulier, un match d'exhibition qui a été organisé par les Giants, parce qu'à l'époque, on considérait encore que le football américain de niveau universitaire était de bien meilleure qualité que le football professionnel. Donc, en partant de cette opinion, les Giants ont eu l'idée d'organiser en fait un match de charité, un match dont les bénéfices devaient être reversés aux chômeurs et aux sans-abri, puisque la crise de 1929 avait mis beaucoup de gens à la rue. Et ce match devait opposer donc les Giants à une équipe All-Star de l'Université de Notre-Dame, dont un quatuor offensif qui s'appelait les Four Horsemen, et qui était apparemment diablement efficace. Et le coach de Notre-Dame avait pour stratégie de marquer un maximum de points en début de match pour après adopter une stratégie beaucoup plus défensive et laisser les Giants galérer. Ça n'a absolument pas fonctionné. Les joueurs de Notre-Dame n'ont marqué aucun point. Et les Giants, eux, par contre, ont récolté plus de 100 000 $. Alors là, j'ai pas calculé combien ça faisait ajusté de l'inflation, mais bon, avec les chiffres qu'on vous a donnés un peu plus tôt, vous avez une idée. Voilà, 100 000 $ qui ont été reversés aux chômeurs et aux sans-abri. Donc voilà, maintenant vous en savez plus sur la création des Giants, les galères du début par lesquelles sont passés Tim Mara. Cette troisième tentative aura pu être un autre échec et on ne connaîtrait pas cette équipe qu'on supporte aujourd'hui, mais sachez en tout cas que donc dans 3 ans maintenant, on fêtera les 100 ans d'existence de l'équipe qui a une histoire très riche avec des périodes très glorieuses et d'autres beaucoup moins, un peu comme celle que l'on vit en ce moment, même si on espère que ça changera bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas en fait à nous envoyer des messages sur Twitter. Alors je vous rappelle, pour Plax, vous pouvez le contacter par son compte NYGiantsFR, et pour moi c'est Thiergo, T-H-E-R-G-O-W. Puis comme je l'ai dit en début d'épisode, n'hésitez pas à nous mettre un like sur YouTube ou une note sur les autres plateformes. Votre soutien est ultra important pour nous, on est toujours très reconnaissant d'avoir votre feedback et surtout de voir que la communauté d'auditeurs du podcast grandit à chaque nouvel épisode. Merci à tous et à bientôt.